Bon, Alexander, parlons de l'élection partielle à Clacton, au Royaume-Uni, où Nigel Farage affrontait le comte Boniface, et le comte Boniface est arrivé deuxième. Farage l'a emporté. Comment voyez-vous les choses? Oui. Farage won. How do you see things? Eh bien, en effet. Maintenant, avant de poursuivre et de parler de cette élection, je pense qu'il faut dire une chose très, très importante. Vous devez être extrêmement prudent, particulièrement aujourd'hui, lorsque vous lisez ce que disent les journaux britanniques, lorsque vous lisez ce que disent les commentateurs britanniques. Car ce qu'ils disent reflète évidemment le fait qu'ils sont tous unis dans une hostilité intense envers Nigel Farage et envers Reform. Je veux dire, une grande partie des médias ici est, si l'on peut dire, de centre-gauche, et elle veut voir Starmer et le Parti travailliste réussir. Une autre très grande partie des médias est liée au Parti conservateur, et elle essaye de présenter Kemi Badenoch, qui est la dirigeante du Parti conservateur, comme une femme politique efficace et qui réussit. Et cela déforme complètement les commentaires. Voilà ce qui s'est réellement passé. Il y a eu une élection partielle à Clacton. Nigel Farage l'a provoqué parce qu'il fait désormais l'objet d'une enquête à la suite d'un don de 5 millions de livres qu'il a reçu d'un homme d'affaires basé en Thaïlande et qu'il n'a pas déclaré. Il a donc provoqué cette élection partielle en anticipant, évidemment, une décision défavorable de l'enquête parlementaire en cours. Sa décision de provoquer cette élection partielle a suscité énormément de moqueries et de critiques. Les principaux partis, les conservateurs, les travaillistes, les libéraux et les Verts, ont refusé de s'impliquer dans cette élection partielle. Ils se sont cachés derrière ce personnage de comédien, le comte Beanface, qui a reçu une attention énorme dans les médias britanniques, clairement dans le but d'embarrasser Farage. Personne ne s'attendait vraiment à ce que Farage perde. Mais on pensait que Beanface lui prendrait au moins un nombre significatif de voix, parce que Farage était devenu une marchandise avariée après la révélation du don de 5 millions de livres sterling. Si cela s'était produit, ils auraient dit que Farage était discrédité, qu'il était une figure épuisée et en pleine déconfiture de la politique britannique. Or, ce qui s'est réellement passé, c'est que Farage a non seulement remporté l'élection partielle, mais qu'il l'a largement remportée. Il a même augmenté son nombre de voix par rapport aux élections générales de 2024. Il a gagné 1000 voix supplémentaires. Or, c'est extrêmement inhabituel lors d'une élection partielle parlementaire au Royaume-Uni. Il est très inhabituel qu'un parti politique, le sortant lors d'une élection partielle, provoque une élection partielle de cette manière et augmente non seulement sa part des voix, mais aussi le nombre réel de voix obtenues. Il est difficile d'y voir autre chose qu'un vote de confiance envers Farage à Clacton. Et cela va évidemment renforcer sa position générale dans la politique britannique, ainsi que dans les compétitions et les batailles à venir. Farage a pris un risque. Il a gagné son pari. Il a mené une campagne efficace et couronnée de succès. Et à l'approche de l'automne, il est dans une position bien plus forte qu'il ne l'aurait été s'il n'avait pas provoqué cette élection partielle, attendu le résultat de l'enquête et affronté les défis politiques qui vont inévitablement suivre. Donc, Count Beanface a été mis en avant par les médias pour embarrasser Farage. Énormément. Qu'est-ce que cela dit de l'état de la politique britannique en général? Je veux dire... D'accord, Beanface, l'humoriste, on comprend. Très bien. Mais le fait qu'il ait été le principal adversaire de Farage et qu'il ait donné des interviews dans tous les médias, ça dit quelque chose de l'état de la politique britannique. C'est embarrassant pour la politique britannique qu'on ait laissé cela se produire.
Je veux dire, les travaillistes, les conservateurs, ce qu'ils font réellement, ce n'est pas seulement nuire à Farage ou essayer de nuire à Réforme. Ils portent atteinte à toute la structure du système politique au Royaume-Uni, n'est-ce pas? Structure in the UK, aren't they? You are absolutely correct. And by the way, in narrow Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, en termes strictement politiques, cela s'est avéré être une énorme erreur. Si les travaillistes, les conservateurs et les libéraux s'étaient unis, peut-être derrière un seul candidat crédible, s'ils avaient trouvé quelqu'un d'impressionnant, avec une expérience politique ou, à défaut, une place reconnue dans la vie publique britannique, et qu'ils l'avaient opposé à Farage dans une véritable compétition, alors nous aurions peut-être eu un résultat différent. Mais au lieu de cela, en essayant d'humilier Farage de cette manière, ce qu'ils ont fait, en réalité, c'est qu'ils ont braqué les gens de Clacton, et je pense aussi ceux du reste du pays. Ils se sont rendus ridicules parce que, soyons clairs, ils se cachaient derrière Boniface. Ils le soutenaient tous. Ils lui versaient tous de l'argent. They were all propping him up. They were all throwing money at him. They were giving him a huge amount of publicity. He was giving interviews. Il lui faisait une publicité énorme. Il enchaînait les interviews, encore et encore. Il ne faisait aucun doute qu'il avait l'establishment derrière lui. Alors, quand l'establishment présente un candidat dans une élection partielle importante contre un dirigeant de parti comme Farage, et que ce candidat est un humoriste qui se balade déguisé en poubelle, forcément, cela donne l'impression que eux-mêmes ne sont pas des gens sérieux. Et surtout, qu'ils ne prennent pas les électeurs au sérieux. Je pense donc que cela a contribué au basculement en faveur de Farage que nous avons observé lors de cette élection partielle. La classe politique britannique est en train de perdre le contact avec les sentiments du peuple britannique. Elle les juge mal, encore et encore, comme elle le fait depuis le référendum sur le Brexit, il y a 10 ans. Farage wins big. Oui, Farage gagne largement. Boniface gagne largement parce qu'il a manipulé l'establishment. En laissant l'establishment le mettre en avant et le soutenir, il a obtenu une énorme publicité. Il a donc complètement joué avec les partis de l'establishment. Et au final, ce sont les partis de l'establishment qui ont l'air ridicules dans toute cette affaire, parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver un candidat pour s'opposer à Farage. C'est pathétique, non? Donc je veux dire, les deux grands gagnants dans tout ça, du moins de mon point de vue, ce sont Farage et Boniface. Et les grands perdants, ce sont les partis de l'establishment. Exact. Big losers are the establishment parties. C'est exact, absolument. Et bien sûr, sur le plan politique, le grand gagnant, c'est Farage. Je pense que là encore, il faut prendre un peu de recul et regarder la situation générale de la politique britannique. Mais avant cela, je voulais dire quelque chose sur l'électorat britannique. J'ai suivi des élections dans de nombreux pays et j'en ai suivi énormément en Grande-Bretagne. L'électorat britannique est l'un des plus coriaces, des plus lucides, des plus cyniques et des plus expérimentés au monde. Très souvent, lors de nombreuses élections, je n'ai pas été d'accord avec la manière dont ils ont voté. Mais je n'ai jamais douté qu'à chaque élection, lorsqu'ils votaient, ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est une force qu'il faut traiter avec respect et prendre extrêmement au sérieux. La classe politique britannique est en train de perdre sa compréhension de tout cela. Elle ne prend pas l'électorat britannique au sérieux. Et là encore, nous avons des sondages qui nous disent que Reform a reculé, que Farage a été fragilisé par le scandale des dons. Et je suis d'accord. Je pense que beaucoup de gens au Royaume-Uni n'aiment pas du tout et sont très mécontents du fait que Farage ait reçu ce don de 5 millions de livres ainsi que d'autres dons, sans les déclarer. N'importe quel autre responsable politique dans sa situation, s'il avait fait cela, aurait subi un préjudice très très grave.
et l'électorat aurait probablement commencé à se retourner contre lui. Mais il ne se retourne pas contre Farage. They're not turning against Farage. They're not turning against reform to anything. Il ne se détourne pas de réformes dans des proportions qui correspondent à ce que certains récits médiatiques pourraient vous laisser penser. Oui, après que Starmer a été contraint de quitter son poste de Premier ministre et que Burnham est devenu le nouveau Premier ministre, nous avons connu une période de lune de miel pour Burnham et pour le Parti travailliste. Cela arrive toujours en politique, et le Labour a connu une légère remontée dans les sondages. Mais il reste encore bien en dessous de 30%. C'est extraordinaire pour un parti au gouvernement, et c'est aussi extraordinaire pour le Parti travailliste. Un score de 25 à 27%, qui est celui que je vois pour le Labour, aurait été considéré il y a 10 ans comme complètement catastrophique. Reform n'est que juste derrière. La situation économique en Grande-Bretagne va se dégrader au cours des prochains mois. The economic situation in Britain is going to deteriorate over the next few months. We have good reasons to think that energy. Nous avons de bonnes raisons de penser que les prix de l'énergie vont augmenter, que le coût de la vie va se dégrader. Nous l'avons vu au deuxième trimestre de cette année. L'économie britannique était stagnante. Et à l'automne, Burnham, qui ne semble avoir aucun plan pour la suite, va commencer à perdre du soutien. Sa cote de popularité, comme celle du Parti travailliste, va baisser. À ce moment-là, Farage et Reform seront bien placés pour en profiter. Et il est probable que nous verrons, c'est mon estimation, mon avis éclairé fondé sur ce que je sais de la politique britannique, qu'à la fin de l'automne, au début de l'hiver, ils reprendront la tête. By the end of the autumn, the beginning of the winter, they will be back in the lead again. Oui, si Burnham veut vraiment prendre sa fonction de Premier ministre au sérieux, et si le Parti travailliste veut vraiment gagner, ils doivent simplement se retirer de tous les engagements étrangers et se concentrer sur le Royaume-Uni. C'est aussi simple que ça. L'État profond ne les laissera jamais faire ça. On en a parlé dans des vidéos précédentes. Oui, mais je me trompe peut-être. Mais je pense que ce serait une procédure simple, une décision facile à prendre. Se retirer du projet Ukraine, se retirer de tout le reste, se concentrer sur le Royaume-Uni, et voilà. Mais l'establishment veut le beurre et l'argent du beurre, d'une certaine manière. Ils veulent être le premier parti et gouverner le Royaume-Uni, mais ils veulent aussi faire la guerre à la Russie. Ils veulent aussi soutenir l'Ukraine, et ils veulent envoyer autant d'argent que possible au projet Ukraine. Et ils veulent être impliqués dans tous les autres engagements étrangers. Autrement dit, ils veulent maintenir vivante l'idée, le rêve d'empire. On ne peut pas avoir les deux. Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, ce n'est pas le cas. Et tout ce que vous dites découle du fait qu'ils n'écoutent pas l'électorat britannique et qu'ils n'évaluent pas du tout la situation en Grande-Bretagne. Bien sûr qu'ils devraient faire tout ce que vous venez de dire. Ce serait une politique populaire. Un Premier ministre qui déclarerait « Écoutez, à partir de maintenant, la priorité, c'est la Grande-Bretagne et les besoins des Britanniques. Et nous devons réduire la voilure. Nous n'avons pas les moyens de maintenir un soutien constant à l'Ukraine. Nous n'avons pas les moyens de maintenir tous les autres engagements dont nous parlons. Nous devons améliorer nos relations avec les pays avec lesquels nous avons réussi à détruire nos relations, la Chine, la Russie et d'autres encore. Et nous devons élaborer un véritable plan, une véritable politique pour redresser la situation ici, en Grande-Bretagne. Il y a des moyens d'y parvenir. Un Premier ministre qui ferait cela, et qui aurait le courage de le faire, bénéficierait d'un soutien. Je n'en ai absolument aucun doute. Mais à la place, comme je l'ai dit, nous avons un Premier ministre qui fait du surplace, parce qu'il sait que l'establishment, son propre parti, la plupart des députés de la Chambre des communes, la fonction publique, les services de sécurité, tous ces gens-là, les médias, se retourneraient contre lui s'il le faisait.
Et nous avons aussi un establishment qui, au lieu de soutenir un Premier ministre ayant adopté ce genre de ligne, veut poursuivre les politiques épuisantes dont vous parlez. Il a décidé, une fois de plus, de réintégrer la Grande-Bretagne dans une Union européenne visiblement en échec. Et il ne trouve à proposer que des stratégies bizarres et ridicules, comme présenter quelqu'un tel que le comte Beanface face à Nigel Farage. Je le redis, s'ils s'étaient rassemblés derrière un candidat sérieux, pas forcément un homme ou une femme politique, mais quelqu'un de connu, une personnalité des arts ou des sciences, par exemple, une personne dont l'intégrité est reconnue, c'est le genre de choses qu'ils faisaient autrefois. D'ailleurs, je me souviens que ça s'était déjà produit auparavant dans la politique britannique. Il l'aurait fait, vous savez, parce que Farage était vulnérable. Enfin, on ne peut pas donner une image positive de ce qu'il a fait en recevant ses dons sans les déclarer. Le fait de les recevoir, bon, on peut soutenir que c'est de l'argent, que c'est un arrangement privé entre lui et ces personnes. Peut-être que certains des donateurs dont il a accepté l'argent ne sont pas les personnages les plus fréquentables, et cela n'aurait peut-être pas donné une bonne image. Mais le vrai préjudice pour Farage, c'est qu'il ne les a pas déclarés, qu'il a essayé de tout garder secret. Et l'électorat n'aime absolument pas ça. Les habitants de Clacton n'aiment pas ça. Mais quand ils voient que l'alternative qu'on leur propose, c'est un clone, eh bien ça ne va faire que les mettre en colère. Et ils vont se dire, au bout du compte, Nigel n'est peut-être pas parfait, mais c'est quelqu'un qui écoute ce qu'on dit. Il nous écoute sur l'Europe, sur la situation économique, sur la politique étrangère, sur la politique migratoire, sur toutes ces questions. Alors, nous allons mettre nos doutes à son sujet de côté et voter pour lui, parce que la classe politique, l'establishment politique, ne nous prend pas au sérieux. Au contraire, il nous traite avec un niveau de mépris ridicule. Pourquoi Burnham ou ses conseillers ne leur disent-ils pas simplement de se retirer de tous ces enchevêtrements de politique étrangère, de tous ces échecs? Parce que ce sont des échecs. Le projet ukrainien est un échec. L'Ukraine est en train de sombrer. Tout le monde le comprend. Tout le monde le sait. Le projet de l'Union européenne est un échec. Pourquoi chercher à réintégrer l'Union européenne alors que tout ça est un désastre complet, total? Pourquoi vouloir être impliqué dans quelque chose comme ça, si vous êtes le Royaume-Uni? Pourquoi personne ne dit simplement à Burnham, « Écoutez, ça suffit, sortez de tout ça. » Enough. Just get out of these things. Don't associate with all of these losing projects. Ne vous associez pas à tous ces projets voués à l'échec. Je veux dire, qui représente l'establishment? D'accord, il y a les médias, les ONG. Mais qui est réellement la force motrice qui pousse chaque Premier ministre, qu'il soit conservateur ou travailliste, de gauche ou de droite, à poursuivre sur cette voie perdante, avec cette formule perdante? Et Farage serait-il différent? Pourquoi qui que ce soit devrait-il croire que Farage, s'il devenait Premier ministre, serait capable de résister à ce groupe de personnes ou d'institutions, quelles qu'elles soient? Et puis, si je peux me permettre, votre dernier point est tout à fait juste. Et je peux vous dire avec certitude que beaucoup de gens en Grande-Bretagne qui soutiennent encore Farage, pour toutes les raisons que nous avons évoquées, et sans doute beaucoup de gens à Clacton, deviennent de plus en plus cyniques à son sujet. Je le répète, ce n'est pas un électorat qui, comme certains médias essayent de le faire croire, serait idiot et facile à mener par le bout du nez. Quiconque connaît un tant soit peu l'électorat britannique sait que c'est exactement le contraire. Ils prennent une décision lucide et pragmatique. Oui, Farage est peut-être plus sordide qu'il n'en avait l'air à une époque. Il est peut-être même très sordide. Ils se disent aussi que Farage pourrait au final ne pas tenir ses promesses, tout comme Boris Johnson n'a finalement pas tenu les siennes.
ultimately failed to deliver on what he was promising. But at least he listens to us. At least he goes out Mais au moins, and talks to il nous us. écoute. At least he Au moins, takes an il va à notre interest rencontre in et il us. nous parle. Perhaps Au moins, il he s'intéresse à might nous. Peut-être qu'il ne le fera pas. He might not do Il ne fera what we peut-être pas want, ce que nous voulons, but mais au moins, he's at ça vaut le least coup ready to d'essayer. go, which is why C'est pour ça qu'il continue à le we are soutenir. continuing to support him. Maintenant, à propos de Burnham, j'entends toutes sortes d'histoires très étranges et très intéressantes. D'abord, vous avez tout à fait raison. La Grande-Bretagne est la grande perdante de tous les plans, complots et stratégies de ces pays. Il y a aujourd'hui un article dans le Daily Telegraph qui dit que la marine britannique a dit au gouvernement, a conseillé au gouvernement, que si les Russes, comme ils le disent maintenant, commencent à saisir des navires britanniques dans la région Indo-Pacifique et ailleurs, la Royal Navy ne pourra pas les protéger. And elsewhere, the Royal Navy cannot protect them. It does not have the resources or the naval power. Elle n'a plus les ressources ni la puissance navale nécessaire pour affronter les Russes. Donc, vous savez, cette prise de conscience existe. Il y a des gens très haut placés en Grande-Bretagne qui disent ce genre de choses. Et je crois comprendre qu'Andy Burnham reçoit aussi des conseils de diverses personnes au sein du Parti travailliste ou liées au Parti travailliste. Peut-être pas seulement liées au Parti travailliste, mais qui lui sont favorables ou qui se préoccupent de la situation en Grande-Bretagne. Elle lui donne exactement les conseils dont vous parlez. En fait, j'ai entendu dire qu'il commence maintenant à prendre contact avec des gens extérieurs et à leur demander conseil. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit à l'époque de Keir Starmer. Which is something that never happened in Keir Starmer's day. I have no expectation. Je ne m'attends pas à ce que cela change, parce que malheureusement, et c'est une réalité qu'il faut affronter, il existe au sein de l'establishment britannique une faction européiste. Je pense que c'est ainsi qu'il faut les décrire. Leur obsession première, ce n'est évidemment pas l'Ukraine. L'Ukraine est quelque chose qu'ils utilisent. Dans une large mesure, c'est la Russie, parce qu'il y a énormément d'histoires autour de la Russie. Mais leur plus grande obsession, c'est l'Union européenne. Et leur idée fixe, c'est de faire revenir la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Ils sont présents dans toute la fonction publique. Ils sont présents dans tout le système politique. Ils sont extrêmement influents au sein des services de sécurité et de renseignement. In the security and intelligence agencies. And they want to continue with all of these. Et ils veulent poursuivre toutes ces politiques parce qu'ils sont prêts à tout détruire, à condition de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, rapprocher la Grande-Bretagne le plus possible de l'Union européenne, afin de finir par l'y faire revenir. Et ils pensent y parvenir en poursuivant toutes les politiques dont nous avons parlé, pour montrer à l'Union européenne qui, comme nous le savons, compte en son sein une faction très très anti-russe, qu'ils sont tout aussi anti-russes qu'elle, voire davantage en réalité, et qu'ils sont prêts à prendre la tête de ces politiques. Donc, en Grande-Bretagne, l'antirussisme et le soutien à l'Union européenne relèvent de la même chose. Juste une dernière question. Est-ce que c'est une question d'argent, des fonds dont dispose l'Union européenne? Est-ce qu'ils veulent mettre la main sur tous ces fonds? Je veux dire, Ursula a même ouvert certains fonds de défense au Royaume-Uni pour qu'ils puissent y accéder sans faire partie de l'Union européenne. Évidemment, ça veut dire qu'ils doivent conclure des accords avec l'Ukraine pour mettre la main sur les fonds européens. Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est le désir de cet establishment de s'associer à l'Allemagne et à la France? Parce que c'est de ça qu'on parle quand on évoque l'Union européenne. Il n'y a pas vraiment d'autres pays qui dirigent l'Union européenne en dehors de la France et de l'Allemagne, et surtout de l'Allemagne. Je veux dire, quand on parle de l'Union européenne, ce qu'elle est, c'est une structure allemande. Alors, est-ce que c'est ce qu'ils veulent? Être dans un partenariat plus étroit avec l'Allemagne? Ou est-ce qu'il s'agit d'être un meilleur vassal des États-Unis? Parce que c'est une structure allemande, mais au bout du compte,
c'est une structure allemande qui répond aux États-Unis. The United States. All of those things. Firstly, there is an enormous amount of vanity and ego. Tout cela. D'abord, il y a énormément de vanité et d'ego là-dedans, au sens où l'on veut absolument être invité à toutes les belles réceptions de Bruxelles, Berlin, Paris et ce genre d'endroits. Il y a donc cela. Enfin, vous voyez. Et il y a aussi le fait de participer à toutes les grandes décisions qui vont avec. Deuxièmement, revenir dans l'Union européenne est une façon de renforcer la relation avec les États-Unis. L'Union européenne, comme nous l'avons dit, est une organisation totalement atlantiste, de part en part. Et parmi les gens dont nous parlons, certains pensent qu'une Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne, qui prendrait la tête, aurait d'une certaine manière davantage d'influence à Washington que si elle était seule, parce qu'elle aurait le reste de l'Union européenne derrière elle. Et quand le Premier ministre britannique vient à Washington et parle au président, il peut lui dire « Écoutez, je suis votre ami, je suis proche de vous, je parle la même langue que vous, nous avons les mêmes perspectives et les mêmes traditions que vous, mais nous sommes aussi au sein de l'Union européenne. Et c'est nous qui allons parvenir à faire avancer et à consolider l'Union européenne pour vous. » L'idée, c'est donc que cela place la Grande-Bretagne en meilleure position pour avoir davantage d'influence à Washington et en retour, obtenir de Washington une attention plus sérieuse que celle qu'elle reçoit seule. Et bien sûr, il y a l'argent. La question de l'argent est énorme. Je veux dire, pour beaucoup de responsables politiques britanniques, leur projet de retraite consistait à se faire élire au Parlement européen, où ils touchent des salaires énormes, ou auraient touché des salaires énormes, ou à obtenir des postes à la Commission européenne. Comme je l'ai dit, on échoue en politique britannique, alors on réussit à Bruxelles. Je veux dire, cela leur correspondait tout aussi bien. Il y a toutes sortes d'autres postes et financements auxquels on peut accéder par l'intermédiaire de l'Union européenne. Comme vous le savez, ma femme est universitaire. Je sais à quel point les financements européens et les contacts dans l'Union européenne étaient importants pour certaines parties du milieu universitaire, pour le monde des universités. Et bien sûr, ils veulent que tout cela reprenne. Donc oui, absolument, tous ces éléments se rejoignent et il ne faut pas les sous-estimer. Et bien sûr, ils bénéficient aussi du soutien de certains segments du grand public britannique. Des jeunes qui veulent obtenir des bourses Erasmus et étudier dans des villes européennes, ce genre de choses. Donc oui, pour l'establishment, c'est du pouvoir, c'est de l'argent, c'est de l'influence à Washington. Et c'est aussi un certain soutien venant d'une partie de la société britannique, celle avec laquelle ils sont, au fond, le plus en contact. Très bien. Nous allons terminer la vidéo ici. theduran.locals.com. Nous sommes sur X, sur Rumble, sur Telegram. Nous sommes aussi sur Substack. Allez sur la boutique Duran, prenez quelques produits dérivés. Nous avons une offre spéciale pour l'été, alors allez voir ça. Tous les liens sont dans la description ci-dessous. Prenez soin de vous. Take care.